Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander de reprendre votre place, s'il vous plaît, afin qu'on puisse commencer la deuxième table ronde de cette conférence. Alors oui, je vais faire la modération debout, étant donné que la place sur la scène est limitée, mais ce n'est pas grave. Ce sera une table ronde entièrement en français. Donc, if you need any translation, please don't forget to pick up some headsets at the end of the room, and the speakers will take care of not speaking too fast, and so the translation, I hope, will be accurate. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence pour cette deuxième table ronde de la conférence navale de Paris, dédiée donc aux logiques et enjeux industriels du réarmement naval. Donc, il s'agit justement d'une table ronde organisée avec le soutien des industriels représentés sur le panel et également le soutien d'Excel, que je remercie. Excel sera présent demain sur un autre panel. Donc évidemment, après avoir parlé des enjeux opérationnels et humains avec des représentants de la Marine nationale et de la Royal Navy, il semble logique d'enchaîner avec des problématiques industrielles, avec une bonne représentation de 4 industriels de la défense et également de la DGA. Donc dans l'ordre, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui donc l'ingénieur général de l'armement Marie David. Vous êtes directrice adjointe de l'unité de management combat naval à la DGA depuis décembre 2024. Vous avez rejoint la DGA en 2005 et vous avez occupé plusieurs postes techniques dans le domaine naval. Vous avez notamment ensuite rejoint le cabinet du DGA en 2017 et signe d'une interarmisation, évidemment, vous avez aussi travaillé sur le programme Scorpion de l'armée de terre. Nous aurons également le plaisir donc d'écouter Vincent Martineau-Lagarde. Vous êtes membre du comité exécutif et directeur bâtiment de surface chez Naval Group depuis septembre 2024. Vous avez notamment la charge des programmes de bâtiments de surface, donc la FDI, le porte-avions nouvelle génération et les frégates Go Wind et du chantier de l'Orient. Vous avez débuté chez Naval Group en 1994 et avez connu de nombreux programmes et notamment l'EFREM et ensuite le Barracuda. Nous écouterons également donc Jean-René Gourion. Vous êtes directeur général délégué de MBDA France depuis juin 2021 et directeur Sales and Business Development France depuis 2018, en particulier sur la filière missile. Et vous avez aussi une longue expérience dans le groupe que vous avez rejoint en 89. Et vous avez notamment été directeur du programme missile Aster, donc l'un des missiles en dotation dans la Marine nationale, dont on a un petit peu parlé pendant la première table ronde. Nous avons également sur le panel Thierry Vollers. Vous êtes vice-président Rearm Europe de Thales, donc un poste que vous occupez depuis septembre 2025. Vous avez rejoint par contre le groupe en 2003. Vous y avez occupé plusieurs postes de direction et notamment dans l'ingénierie et la gestion de projets. Et enfin, Olivier Burin-Desrosiers, vous êtes directeur des programmes de navigation et chargé du pilotage de la business line navigation inertielle, quelque chose dont nous avons aussi parlé pendant la première table ronde au sein de Safran, Electronic and Defense. Et le milieu maritime, vous êtes assez familier, étant donné que vous êtes un ancien officier de la Marine nationale avec une longue carrière, notamment dans les forces sous-marines. Donc, merci à tous les 5 pour votre présence aujourd'hui. Et je vais commencer par une question, la même pour vous 5. Donc, face à un retour de la guerre de haute intensité, on se rend bien compte que le réarmement naval est indispensable. Il y a déjà des dynamiques qui sont enclenchées. Mais il y a aussi en fait donc des défis qui peuvent se mettre sur le chemin de ces réarmements navals, comme l'urgence capacitaire, les contraintes industrielles, les contraintes aussi budgétaires. Et donc la première question que je vais vous poser, c'est comment cet effort est-il soutenable dans la durée, en maintenant à la fois des impératifs donc de coopération européenne, étant donné qu'il s'agit d'un panel sur le réarmement naval européen et que certaines des entreprises que vous représentez aujourd'hui ont un volet européen, et puis en maintenant évidemment des impératifs de crédibilité et de performance opérationnelle. Madame l'ingénieure générale de l'armement, on va commencer par vous et vous aurez environ 7 minutes pour répondre. Ce sera chronométré. J'ai bien fait de prendre mon téléphone pour surveiller le chrono. Donc bonjour à tous. Alors je vais peut-être commencer par quelques chiffres pour mettre un peu en perspective ce qu'on appelle le réarmement et les réarmements navals. Donc la loi de programmation militaire 24-30
Je pense que ce chiffre parle à beaucoup de gens dans la salle. C'était 413 milliards d'euros, enfin c'est 413 milliards d'euros sur la période, qui devrait être augmenté de 36 milliards d'euros qu'on a poétiquement appelé surmarche. Et ce qu'on dit un peu moins comme chiffre, je trouve, enfin, que moi j'ai moins entendu, c'est que cette somme, la 413 plus 36, finalement, ça représente une augmentation de 50% par rapport à la LPM précédente. Je trouve que c'est un marqueur assez fort finalement de ce réarmement que le monde de l'armement français dans son ensemble est amené à faire face, auquel ce monde est amené à faire face. Concernant le domaine naval, j'ai aussi alors l'unité de management naval, combat naval à laquelle j'appartiens s'occupe en fait des programmes d'armement pour la marine. Hormis tout ce qui est dissuasion, qui n'est pas géré chez nous, et puis hormis aussi tout ce qui vole, donc tout ce qui est Patmar ou drone à l'air tournante par exemple, qui n'est pas géré chez nous non plus. Donc sur ce périmètre-là, les commandes passées par cette unité de management en 2025 s'élèvent quand même à 7,5 milliards d'euros, donc c'est un chiffre qui est assez colossal. Alors, il est certes, il est tiré par le haut l'année dernière parce qu'on a lancé en réalisation le porte-avions de nouvelle génération, mais malgré ça, on est quand même face à des montants. Alors, cette année, en 2026, on prévoit des commandes à hauteur de 5 milliards. C'est quand même des montants qui n'étaient pas du tout envisagés ni envisageables il y a à peu près 10 ans en arrière. C'est des commandes qui vont irriguer toute l'industrie de défense navale, donc un certain nombre de gros objets qui vont aller vers les grands maîtres d'œuvre, les camarades autour de moi, comme une cinquième FTI par exemple, mais aussi toute une multitude d'autres commandes de plus petits montants qui vont irriguer toute la BITD, à savoir des patrouilleurs, des vedettes, des drones, des systèmes de guerre électronique, etc. Euh, malgré ces budgets et malgré ces montants importants, finalement, dans les derniers exercices budgétaires, les programmes navals, comme d'autres pans du capacitaire, ont quand même subi des étalements, ont dû faire face à des renoncements. Donc, on a quand même toujours des choix à faire. Et bien sûr, bah là, on tape un certain paradoxe qui est que ce budget que la nation nous accorde est un effort très important de la nation, mais il reste malgré tout contraint. Et c'est dans ce cadre-là que bah, nous sommes du coup collectivement forcément engagés à le dépenser de la manière la plus efficace possible. Et c'est là qu'arrivent, je dirais, les notions bah, d'économie de guerre et puis les notions de coopération européenne qui sont un peu deux axes de réflexion dans ce contexte budgétaire. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette économie de guerre, finalement, depuis 2022, depuis que le président de la République a lancé, je dirais ce concept lors du salon Eurosatory. euh, la Direction générale de l'armement et les forces et puis l'industrie de défense travaillent sur quelques axes. Euh, un certain nombre de chantiers de l'économie de guerre. Alors, je les citerai pas tous, mais ceux qui sont importants pour notre sujet aujourd'hui. On a bien sûr des axes, un axe sur la visibilité de la commande publique, donc c'est extrêmement important, donner de la visibilité à nos industriels sur la commande publique, hein, ça a été un des travaux forts de la LPM. Un axe sur les capacités de production, donc là on parle de traiter les chaînes de production, de faire éventuellement des stocks stratégiques. Un axe sur nos chaînes d'approvisionnement, la diversification de nos sources par exemple, trouver des doubles sources, des relocalisations quand c'est nécessaire. Et puis deux axes qui sont un petit peu plus, comment on va dire, un peu plus dans le soft, entre guillemets. Un axe qu'on a appelé faire autrement à la DGA, donc je pense qu'on y reviendra plus tard dans la table ronde, mais un axe sur qui concerne la simplification de nos processus d'acquisition, de nos normes, des spécifications qu'on impose aux équipements. Et puis un axe RH et qui concerne principalement la réserve industrielle. Donc tous ces sujets-là d'économie de guerre sur lesquels on travaille ont été, euh, je dirais, beaucoup médiatisés dans le monde du domaine terrestre et puis aussi dans le monde des munitions et des missiles. Peut-être que mes collègues y reviendront. Finalement, peu dans le domaine naval, mais je tiens à dire qu'ils concernent aussi la BITD navale et qu'il y a eu aussi des travaux autour de la BITD navale sur ces sujets d'économie de guerre. Alors, qu'est-ce que j'appelle la BITD navale, donc la base industrielle et technologique de défense du naval? Pour la DGA, c'est à peu près 1000 entreprises
entre guillemets, en portefeuille, donc des entreprises que nous suivons, que la direction de l'industrie de défense chez nous suit, dont 250 qui sont jugées critiques. Donc critiques, c'est-à-dire pas ou peu substituables. Cette BITD, on juge aujourd'hui qu'elle est tout à fait en mesure qu'elle n'est pas saturée par les commandes publiques. Donc je ne parlerai pas des grands maîtres d'œuvre, je pense que Vincent en parlera probablement pour Naval Group. Mais pour les chantiers, on va dire, de taille, les chantiers navals de taille intermédiaire qu'on a sur le territoire national, ce qu'on vise, enfin le modèle qu'on vise, c'est un modèle où ils auraient à peu près, qu'on considère idéal, à peu près 20% de leur chiffre d'affaires qui serait dédié à la commande militaire. Ça permet, d'une part, de les rendre plus résilients à la variabilité naturelle, je dirais, de la commande publique, et puis d'autre part, justement, d'en avoir, entre guillemets, sous le pied, le cas échéant, en cas dans ce contexte où finalement, on n'est pas en temps de guerre aujourd'hui, mais on doit préparer le temps de guerre euh, avec comme je le disais tout à l'heure, un budget de la défense en termes de pourcentage du PIB qui se rapproche quand même plutôt d'un budget temps de paix que d'un budget temps de guerre. Je vais donner juste l'exemple des patrouilleurs hauturiers. Les patrouilleurs hauturiers, c'est une série de 7 bâtiments que la DGA a commandé en 2023 et elle les a commandés à 3 chantiers navals différents. Donc, en l'occurrence, Socarénam, Piriou et CMN. Donc, c'est 3 chantiers qui vont produire des bateaux identiques sur un design commun, qui vont donc produire une série qui se sont groupés pour se faire en groupement momentané d'entreprise, en GMES. Et ça, c'est un modèle qui est assez original, enfin qui n'avait pas été pratiqué précédemment et qui permet, d'une part, pour la Marine nationale d'avoir une livraison de la série bien plus rapprochée que s'il y a un seul chantier s'en était saisi, et puis qui permet à chaque industriel de ne pas avoir son outil industriel saturé par la commande, par cette affaire. Voilà, donc ça, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire pour voilà, un peu, comment dire, optimiser nos commandes et notre réponse industrielle. Et puis sur le volet coopération, alors bien sûr, la coopération européenne, c'est un des enjeux majeurs de notre réarmement naval. Ça fait partie de la stratégie de réarmement naval. Il y a une volonté politique forte, hein. Le président de la République l'a redit dans ses vœux aux armées. Je crois qu'il a dit que la coopération européenne, c'était une conviction française qui est progressivement devenue, depuis 2025, une évidence européenne. Voilà. J'espère que c'est évident pour tout le monde, mais en tout cas, c'est c'est une exigence de notre point de vue. Alors, dans le domaine naval, on a un historique de coopération qui est finalement assez fructueux, hein. On a notamment un partenariat assez privilégié avec l'Italie, industriellement et capacitairement. En ce moment, on prépare, par exemple, ensemble, la rénovation à mi-vie de nos frégates de défense aérienne. J'ai envie de citer aussi un projet, parce que tout à l'heure, dans la première table ronde, ont beaucoup été évoqués les sujets de combat collaboratif et de veille coopérative. On a un projet qui s'appelle Inaxos et qui est un projet qui est assez dynamique, où il y a 8 pays participants, 8 pays européens participants, et qui est justement un projet de standardisation de nos façons enfin bref, de nos algorithmes de veille pour faire de la veille coopérative, enfin partager des pistes. Et donc ça, c'est un projet qui est tiré par la France et aussi par les Pays-Bas, avec lesquels nous avons aussi un historique de coopération assez important dans le domaine naval. Voilà. Et puis la DGA se structure pour tirer le meilleur bénéfice, le meilleur parti de tous les dispositifs européens. Alors, je ne vais pas tous les citer. C'est un challenge du quotidien, hein, d'arriver à ne pas rater le train de l'Europe. Le dernier né, en l'occurrence le dispositif SAFE, là, sur les 150 milliards du dispositif SAFE, la France a obtenu un portefeuille de 16 milliards pour des besoins en coopération. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de mettre en œuvre dans les années futures. Alors, 37 et 7, oui, je vais peut-être un peu dépasser. Merci beaucoup pour ce horizon très complet déjà de ce que peut faire la DGA, et notamment, je pense qu'on reviendra sur ces entreprises critiques, et puis la façon dont les projets navals sont peut-être plus faciles que d'autres à faire en coopération par rapport à d'autres domaines. Je pense évidemment au SCAF ou à des projets terrestres qui ont plus de difficultés, on va dire, au niveau européen.
Et puis on va passer du coup l'un des principaux maîtres d'œuvre, donc Naval Group. Et bien même question, comment vraiment soutenir cet effort dans la durée avec à la fois donc les impératifs de coopération européenne et puis de crédibilité opérationnelle. Bon, la première chose, c'est, je pense que Marie l'a exprimé largement, l'État a un rôle indispensable pour répondre à ce défi. Et il nous offre une visibilité grâce à la loi de programmation budgétaire, c'est sur marche. Et au-delà de ça, l'État est présent à nos côtés pour une autre composante qui est essentielle, qui est celle du soutien à l'export. Et ces deux dimensions, elles se conjuguent sur un programme qui est plus que d'actualité en ce moment dans notre activité, qui est le programme FDI, puisque dès le départ, ce programme a été conçu dans une optique de répondre aux besoins de la marine, mais aussi d'être capable de répondre à besoins d'autres marines dans le monde et de pouvoir intercaler au sein d'une série, et donc une série qui apporte ses bénéfices, les commandes pour la France et celles pour des clients qui sont parmi nos alliés, quoi. Et donc cette visibilité, ce soutien, évidemment, il nous engage à toujours essayer de faire mieux et donc à nous transformer en permanence pour être plus efficaces. Alors l'objectif qu'on aime citer, nous, c'est que la traduction de cette ambition, c'est d'être capable de livrer 2 navires par an. On l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année. Le but, c'est d'être capable de le faire dans la durée. Et donc cette durée, ça suppose que l'ensemble des acteurs du chantier d'assemblage qu'est l'Orient jusqu'à la supply chain soient unis dans le même tempo et, pour parvenir à ce objectif. Et ça, pour y parvenir, évidemment, en tant qu'industriel, on a été amené à investir dans nos systèmes d'information pour pousser à fond les principes de la maquette numérique et de l'ensemble des systèmes d'information qui facilitent, in fine, la construction d'une série de navires, mais aussi investir dans les goulots d'étranglement de la production, qui pouvaient être, par exemple, le bassin de finition, puisqu'on a réaménagé un deuxième bassin qui permet de paralyser les activités en phase d'achèvement des navires. Autre exemple qui s'appuie aussi sur le soutien de l'État, c'est le fait que l'industriel que nous sommes est prêt à investir, à produire des navires que l'État a commandés. Donc la 4e FDI a été commandée en toute fin d'année, et espère la 5e en courant de cette année, livrable selon la LPM en 31-32, et que l'on va produire par anticipation pour être aussi capable de répondre à des besoins urgents de certaines de nos marines alliées. Et donc, l'industriel que nous sommes va produire par anticipation et donc sur ses fonds propres avec cette certitude de commande apportée par l'État. Enfin, l'autre réponse que l'on apporte aussi, c'est être force de proposition dans nos négociations, au-delà de cet investissement sur les coques blanches. Ça a été le cas sur le programme porte-avions, où en toute fin d'année s'est conclue la négociation du premier marché de développement-réalisation. Pour lesquels, ensemble, nous avons bâti des mécanismes contractuels innovants et de partage des risques qui sont un élément de réponse aussi au défi qui nous est posé. Alors, ce travail, il doit se poursuivre, parce que dans le cadre de l'économie de guerre, a été aussi citée la nécessaire simplification des normes ou des réglementations. On a vu que ça pouvait même s'appliquer dans le domaine de la sûreté nucléaire, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sujet tabou, hein. On peut optimiser les choses et regarder tous les paramètres qui conditionnent l'exécution d'un programme complexe comme celui d'un porte-avions de nouvelle génération. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment poursuivre et qu'on ne peut pas faire seul, mais qu'il faut faire en équipe intégrée avec la DGA et en l'occurrence le CEA pour la sûreté. L'autre dimension sur laquelle on travaille conjointement était devenue prégnante pendant le Covid, parce que le Covid a souligné la vulnérabilité de certaines entreprises, peut-être pas les plus grandes que nous représentons, mais toutes celles qui sont essentielles dans notre supply chain. Et là aussi, de façon conjointe avec la DGA, il y a une veille permanente qui est en place pour identifier les fournisseurs critiques, leur apporter des solutions, certaines venant d'État, d'autres venant des maîtres d'œuvre que nous sommes, pour assurer dans la durée la pérennité de cette supply chain qui doit être et pouvoir répondre présent, y compris quand on cherche à accélérer.
Dernier point, donc la coopération européenne. Donc Marie l'a souligné, il y a de plusieurs exemples de coopération réussie qui ont abouti à des navires opérés par la Marine nationale, avec des degrés d'intégration industrielle variés, hein. C'était plus imbriqué sur le programme Horizon, c'était plus léger, mais avec un effet d'échelle lié à la série sur les approvisionnements sur les frais. Et donc, ça montre que c'est possible. Le deuxième paramètre, c'est que l'ensemble des États européens ont choisi de maintenir des capacités dans le domaine. Et donc, il y a des capacités industrielles capables d'accélérer ou de répondre à un besoin de réarmement. Cette surcapacité, bah, c'est ce qui fait aussi que dans beaucoup de nos compétitions à l'export, on retrouve bah, nos concurrents qui eux-mêmes ont besoin de l'export pour assurer leur pérennité dans la durée. Mais face à un réarmement et à une nécessité d'accélération, eh ben, cet ensemble industriel constitue une opportunité. Et comme on a démontré la faisabilité de le faire, ben, encore une fois, cette opportunité peut servir cette cause-là. Sur la coopération européenne. J'espère que vous resterez avec nous aussi au cocktail pour qu'on lance des paris sur le nom du porte-avions. Je ne sais pas si vous avez des éléments de votre côté. Et donc là, on a parlé plutôt effectivement des navires, des bâtiments et donc des plateformes. Et puis là, on va s'intéresser un peu plus aux armes qu'on peut mettre effectivement sur ces plateformes avec vous, Jean-René Gourion. Donc, toujours cette même question, mais plutôt d'un point de vue effectivement missilier. Comment répondre en fait à ces demandes en fait toujours renouvelées de missiles, notamment pour la protection en fait des bâtiments. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc le domaine naval est par excellence celui de la projection de puissance. Depuis plus d'un demi-siècle, les missiles ont fait leur entrée dans le domaine naval et sont utilisés et ont changé la donne. Tout d'abord en transformant le rapport des forces entre plateformes navales, et ça c'est l'exemple du missile Exocet dans les années 70, mais également en apportant des capacités de frappe dans la profondeur, avec en particulier le missile de croisière naval, le MDCN, qui, si je ne me trompe pas, en reprenant l'évocation de la première table ronde, il vaut mieux viser l'archer que la flèche. Le MDCN en est un bon exemple. Donc certains peuvent croire, ou même certains disent, que les missiles navals sont des capacités onéreuses. Il faut considérer leur valeur militaire pour protéger les plateformes, bien sûr, mais également pour obtenir les effets militaires recherchés en mer et vers la terre. La complexité de ces missiles, notamment liée aux exigences du domaine naval très particulier, en accroît le coût. Et pour continuer à se doter de cette capacité indispensable, pour reprendre les termes de votre question, la coopération et la coopération européenne est une approche non seulement possible, mais à privilégier. Et l'ADN de MBDA, il n'y a pas de doute, confirme le besoin et l'utilité et les preuves de la coopération, du succès de la coopération européenne. Donc MBDA est au cœur de la souveraineté, et malgré tout, nous sommes une société plurinationale avec les résultats que vous connaissez. Donc l'histoire de MBDA prouve qu'il est possible d'accéder à des capacités critiques sans renoncer à l'autonomie stratégique. Pour ce faire, il y a différentes solutions ou différents critères à respecter. L'interdépendance doit être choisie et voulue. Je prendrai comme exemple le missile de croisière Scalpesé Storm Shadow qui a été développé en coopération franco-britannique à la fin des années 90. Il faut également que la coopération permette de mutualiser les coûts de développement de manière à rendre accessibles des capacités onéreuses. Et là, je prendrai comme exemple le missile Météor, missile de supériorité aérienne air-to-air missile du Météor, qui a été développé à 6 nations européennes, les 5 pays de MBDA, plus la Suède, et pour lequel la France a financé environ 12% du développement pour acquérir cette capacité de premier ordre. Troisièmement, lorsque les volumes sont groupés, les volumes d'achat sont groupés, on accède donc à une masse critique importante et qui permet de favoriser l'accession à cette capacité. Et enfin, l'exportation, tu en as parlé, l'exportation permet également
de préserver et de renforcer la base industrielle. Mais au-delà du domaine naval, MBDA offre des leçons sur la pertinence des programmes en coopération lorsqu'ils reposent sur des principes qui permettent de tirer pleinement profit de cette coopération. Coopérer, c'est accepter une complexité à court terme pour garantir à long terme la capacité de l'Europe à décider de son avenir et à se faire respecter. Donc, compte tenu du niveau de contrainte d'exigence du milieu naval, mutualiser les efforts entre Européens est une approche bien plus pertinente qu'une dispersion de ressources. Cependant, mutualiser les coûts, notamment de R&D, n'est pas la seule chose à considérer. Il faut, comme je le disais précédemment, considérer l'accession à la masse critique avec un volume suffisant des commandes pour assurer une pérennité des capacités industrielles. Donc, en faisant le choix d'une réelle ambition collective en faveur de missiles navals en Europe, nous pouvons rendre ces capacités tout à fait accessibles, contrairement aux idées reçues. Merci pour ce debunking sur le coût des missiles, même si je pense que ça suscitera quand même des débats par la suite. On va passer maintenant plutôt sur tout ce qui touche effectivement au système d'information et puis équipementier avec Thales. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, je prends la suite des messages qui sont véhiculés par mes collègues industriels. C'est un véritable enjeu pour nous aussi que de répondre à cette demande croissante en termes de besoins de défense. Et l'enjeu, c'est d'être à la fois capable de répondre à la criticité vraiment du court terme et de l'urgence, et tout en préparant en fait le long terme. Donc, pour ce qui est des priorités immédiates, hein, je pourrais citer évidemment la nécessité d'accélérer en fait la production, d'accélérer les cadences et de monter en capacité. Donc, nous avons déjà démarrer au niveau de Thales cette montée en capacité dans un certain nombre de domaines. Alors bien entendu au niveau du Rafale, comme tout le monde le sait, mais aussi au niveau des radars. Donc nous prévoyons de multiplier par 2 voire 4 la production de nos radars en fonction des radars. Nous avons déjà démarré cette montée en cadence sur les sonars, sur les sonars de coque. Nous prévoyons de multiplier par 2 nos productions. Sur les sonars trempés, là, c'est encore plus significatif, par un facteur 7 à 8. Voilà, donc, et il faut bien entendu qu'on continue sur d'autres systèmes pour accompagner cette montée en cadence. Alors, de quoi on a besoin en fait pour monter en cadence? Je dirais, en fait, la première chose, c'est de recruter. Et au cœur en fait de ces enjeux pour nous, Thales, il y a effectivement la ressource humaine et les talents. Donc, nous avons mis en place des processus de recrutement assez massifs. Donc, nous avons recruté 8000 personnes en 2024, 8000 en 2025. Et donc, nous avons prévu de poursuivre sur cette dynamique de recrutement des talents. L'autre investissement que nous faisons, c'est bien évidemment un investissement financier, un investissement pour adapter notre outil industriel, l'adapter à la montée en cadence. Et je pourrais citer un certain nombre de sites en France qui sont directement concernés par cette adaptation, les sites de Brest, les sites de Châtellerault, les sites de Pont-Audemer ou les sites de Gémenos, pour ne citer que les sites français. Et comme le disait Vincent, la nécessité aussi d'accompagner toute la supply chain, bien évidemment, qui participe en fait à la production de ces équipements et de s'assurer de la résilience de cette supply chain, et en particulier tout le réseau de PME qui est nécessairement un peu plus vulnérable dans les situations et les contextes que nous connaissons. Et donc cet accompagnement peut également passer par un suivi plus précis, notamment dans la résilience de leur propre supply chain. Voilà, un deuxième enjeu qui est tout aussi important, c'est l'enjeu du maintien en conditions opérationnelles, ou plutôt de la disponibilité opérationnelle des équipements que nous livrons. Donc, bien sûr, il faut livrer vite, mais il faut aussi s'assurer, et ça, je pense que l'auditoire sera tout à fait d'accord avec moi pour dire qu'il est aussi important d'améliorer en fait la disponibilité opérationnelle de nos équipements. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour améliorer cette disponibilité opérationnelle. D'abord dans nos architectures, des architectures numériques qui sont distribuées, plus résilientes.
ensuite par l'exploitation et une meilleure exploitation des données embarquées. Donc, nous avons un exemple sur la FREM où nous avons mis en place un data hub embarqué qui vient en fait suivre toutes les données de supervision des équipements, les analyser et apporter à l'équipage une information, et pas seulement à l'équipage, aussi à l'industrie, hein, une information sur l'état de vie des équipements et sur des possibilités, par exemple, d'engager des actions de maintenance préventive ou d'engager des actions d'approvisionnement. Nous avons également des expérimentations en cours pour apporter plus de soutien aux équipements plus anciens avec un dispositif qu'on appelle Overcare qui va permettre d'accélérer les réparations. Nous avons enfin dans ce domaine-là une très forte incitation maintenant à localiser au plus près de nos clients, des marines, les activités de réparation de manière à améliorer la réactivité. Et ça, c'est évidemment vrai en France, mais c'est aussi vrai dans la plupart des pays d'Europe où nous avons nos clients. Un troisième axe, c'est l'axe de innovation. Nous sommes absolument convaincus, et Thales est très tiré évidemment par l'innovation, et donc nous sommes convaincus que l'innovation apporte la différence au niveau opérationnel. Cette innovation, elle doit être prise en compte non seulement, bien sûr, pour préparer le futur, mais aussi directement sur les matériels déjà déployés dans des dispositifs agiles, hein, où on apporte une innovation dans le cours en fait, des opérations. Mais je ne vais pas développer trop précisément ce sujet-là, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Voilà donc les principaux sujets. Et bien sûr, alors donc le sujet de la coopération, puisqu'il fait partie complètement de la question. Donc nous avons, on va dire, une certaine expérience de coopération, parce que Thales a livré à 52 marines dans le monde des équipements, et nous avons équipé plus de 500 bâtiments dans le monde. Nous sommes installés dans 20 pays d'Europe. Et nous sommes plus particulièrement implantés dans le domaine de la défense au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et bien entendu en France. Donc une certaine expérience des coopérations, et en Europe en particulier, nous avons équipé des frégates au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en France bien évidemment. Donc, l'enjeu de la coopération, pour autant, est un enjeu qui est complexe, qui, pour nous, reste une priorité dans le contexte actuel. Et Marie-David le mentionnait, la DGA nous soutient dans ces initiatives, et en particulier dans tout ce qui s'agit des mécanismes européens. Les pays d'Europe nous encouragent à la coopération, parce que les pays d'Europe en s'armant demandent de plus en plus à ce que les activités puissent être menées de manière locale avec des partenaires locaux pour des besoins de souveraineté ou pour des besoins de retours sociétaux. Et dans le même temps, l'Europe a mis en place des mécanismes financiers qui, eux aussi, sont très incitatifs vis-à-vis de la coopération. Donc, c'est devenu un impératif que nous prenons tout à fait à notre compte, et qui présente une certaine complexité qui a été évoquée précédemment. L'enjeu pour nous, c'est vraiment que ces coopérations associent les forces et qu'on fasse ensemble, en associant, on va dire, les capacités, les compétences de chacun des coopérants, des systèmes qui sont plus efficients, en privilégiant donc ces coopérations plutôt que, je dirais, simplement des équilibres industriels ou des logiques d'équilibre industriel. Merci beaucoup pour ces éléments. Je trouve que c'était très important, notamment de soulever justement l'enjeu du MCO et en particulier quand il est fait en dehors parfois des zones de confort des marines. Et ce sera le sujet d'ailleurs d'un des panels de la conférence, donc de la journée de demain, où on s'intéressera justement à la conduite en fait et à des opérations dans la profondeur. Et donc évidemment là, la profondeur des océans lorsqu'on parle de marine. Last but not least, donc Olivier Burin-Desrosiers pour Safran, donc toujours cette même question sur la coopération dans la durée, et le réarmement naval dans la durée et la crédibilité. Bon, alors, je passe un peu après tout le monde, donc ils ont dit plein de choses que je voulais dire, mais c'est pas grave. On va répéter un peu. Donc, Safran, un équipementier. Alors, majoritairement aéronautique, 80% du business, c'est de l'aéronautique. Beaucoup de civils, mais il y a Safran Electronic and Defense, dont c'est l'inverse, c'est plutôt 80% défense et 20% civil. Et pour la marine,
je compte quand même les marins du ciel, hein. On fait beaucoup de choses pour le Rafale marine et le Rafale aérien, les moteurs d'hélicoptères de la marine également. Et on trouve chez Safran Electronic and Defense les équipements inertiels, c'est la base de la SAGEM. Il y a plus de 100 ans. On a livré les premiers gyros pour la marine en 1926, il y a 100 ans. Voilà. Équipement inertiel, on reviendra dessus peut-être un petit peu après quand on abordera d'autres sujets. On fait de l'optique et de l'optronique de défense pour les bateaux de surface, pour les sous-marins. Donc on travaille beaucoup avec Naval Group et d'autres systémiers européens, mais pas que. L'IA de défense aussi, grâce à Préligence, on travaille pour les oreilles d'or de la marine. On a accru leur capacité de traitement data et on a amélioré les oreilles d'or de la marine de 60%. Donc c'est un petit exemple, mais ça y participe. Voilà. Le 2ASM, ok, marine également. Donc on travaille avec beaucoup de systémiers. On a des coopérations qui se font en bilatéral avec pas mal en Europe. En Asie aussi, beaucoup, l'Inde et l'Asie. Et il faut retenir que 80% du business de Safran Electronic and Defense se fait à l'étranger. Il reste 20% en France. Alors, merci la DGA, l'État et les systémiers de nous faire confiance là-dessus. C'est un peu le socle qui nous permet aussi de faire du Sea Proven, du combat de Proven, et de vendre nos équipements à l'étranger. Les équipements à l'étranger, beaucoup de clients nous demandent maintenant du transfert de production. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on vend une centrale inertielle, par exemple, mais on va te demander un transfert de production pour qu'une partie soit faite du Make in, l'autre pays avec lequel on collabore. Et c'est particulièrement important. Et ce qui nous permet d'asseoir ce business. Alors, on parlait de ressources humaines tout à l'heure. Oui, c'est pareil pour nous. Dans les 3 dernières années, Safran Electronic and Defense, c'est 20 000 collaborateurs à peu près. On en a recruté 5 000, donc pour accroître notre business et tenir tous nos engagements court terme et moyen terme. Et c'est pareil sur donc, l'ARH et les investissements lourds. Donc, transformer nos usines existantes et développer de nouvelles usines. On a 7 usines en configuration et en construction actuellement chez Safran, un peu partout dans le monde, mais il y en a aussi en France. On va doubler la capacité de Montluçon et on est en train de chercher une autre usine. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure pour les senseurs qu'on fabrique. Donc, c'est particulièrement important. Et grâce à l'international, on arrive à se projeter et à développer notre business, mais aussi grâce à l'État français, on a une visibilité long terme qui nous permet de nous projeter et de faire ces investissements. Je parle des usines, on a investi plusieurs centaines de millions d'euros pour développer et construire de nouvelles usines, donc c'est particulièrement important. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Alors, vous êtes plusieurs à avoir parlé des questions de supply chain et d'accès en fait à des ressources parfois critiques pour fabriquer des composants de haute technologie, ce qui pose évidemment la question eh ben, de l'accès à ces ressources, notamment dans des contextes de tensions géopolitiques. On prend par exemple l'exemple des semi-conducteurs produits à Taïwan. Et je vais peut-être revenir vers vous. Thierry, pour Thales, comment est-ce que justement ce risque en fait sur la supply chain est-il pris en compte? Et puis je poserai la même question à Safran ensuite. Absolument. Donc, c'est évidemment pour nous un enjeu majeur que de sécuriser notre supply chain. Donc, on a mis en place des plans de continuité dans chacun des domaines en analysant les risques qui peuvent être de nature géopolitique, qui peuvent être de nature économique, qui peuvent être de nature cyber, qui sont donc très variés. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qu'on a prises dès maintenant, hein. Donc, le multisourcing, donc, était mentionné tout à l'heure par Marie-David. Donc, partout c'est possible d'avoir plusieurs sources de manière à sécuriser nos approvisionnements. Dans un certain nombre de cas, c'est de localiser en France. Donc, déjà aujourd'hui, nous avons, pour ce qui concerne les matériels de défense français, une très grande majorité en fait de fournisseurs français. Mais nous avons décidé même de localiser davantage ou de créer des partenariats pour créer des filières locales. Et donc, on pourrait mentionner le dernier partenariat avec Foxconn et Radial dans le domaine des semi-conducteurs.
Et donc, comme vous le savez, les semi-conducteurs font face en fait à une croissance de la demande qui est absolument gigantesque avec l'IA, la 5G, l'automotive. Et donc, il était nécessaire d'avoir une filière sécurisée en France. Nous avons également localisé, par exemple, la production des circuits imprimés dans une de nos usines à Thales. Donc voilà, quelques exemples qui nous permet en fait d'avoir une supply chain plus résiliente. Et puis, ben, un dernier exemple, c'est évidemment le stockage. Alors, le stockage n'est pas la solution forcément la plus efficace économiquement, mais dans un certain nombre de cas, on procède aussi au stockage de composants. Même question pour vous, Olivier, et puis surtout comment en fait essayer en tant qu'Européen d'essayer de régler cette dépendance critique, étant donné que la plupart des matériaux dont nous avons besoin sont situés en dehors du continent européen. Bah, on a les mêmes problèmes que Thales et même Naval Group pour l'acier, pour plein d'autres composants. Les composants critiques, alors on suit, comme Thales, je pense, et Naval Group, MBDA aussi, on suit le tableau de Mendeleïev toutes les semaines. Et il y a des gens qui bossent dessus pour savoir quels composants critiques il va falloir approvisionner, faire du stock, essayer de réinternaliser pour certains types en France. Donc, on le prend très sérieusement. En 2024, Safran a lancé un grand plan de résilience sur justement notre dépendance à des composants critiques ou à des composants électroniques critiques, comme ceux de Taïwan. Et on est en train de faire beaucoup de stocks, comme vous, pour pouvoir répondre à nos clients et leur livrer des équipements critiques, donc pour ne pas tomber en rupture de stock. Et également s'approvisionner, faire du bi-sourcing, du multi-sourcing quand on le peut. Je vous citerai juste un exemple, les petits chipsets qu'on met sur toutes nos cartes électroniques. Alors, toutes les cartes électroniques critiques sont faites dans une usine à Fougères pour les équipements aéronautiques, navals, air, terre, mer. Et on a un petit chipset qui permet de stocker nos logiciels dedans. La mémoire, c'est un peu l'ordinateur de la carte, c'est les FPGA, c'est du programmable. Ben, on trouve les US et Taïwan qui fabriquent. Ça n'existe pas en Europe pour l'instant. On espère qu'un jour on pourra ne pas trop dépendre des US ou de l'Asie pour ça. Il y a des plans qui sont lancés par Macron et par les Européens pour essayer d'avoir des usines de production européennes pour ça. Un moyen de s'en détacher aussi, c'est au lieu de faire un composant programmable, un FPGA, c'est de faire un ASIC gravé. Bon, là, il faut trouver la bonne société qui est capable de vous aider à produire cet ASIC. Et après, il faut trouver le bon fondeur. Il y en a en Europe. Et ça permet de se dérisquer vis-à-vis d'un FPGA. Après, ça coûte cher à produire un ASIC, donc on le fait sur la grande série. Quand on fait des petites séries, c'est mieux d'avoir un FPGA. Mais l'ASIC est intéressant quand on fait des petites séries, quand on passera au drone et à la miniaturisation, au swap de nos centrales, par exemple. On fera ça sur ASIC. C'est gravé en dur, mais au moins, vous pouvez le faire en Europe. Vous ne pouvez ne pas moins dépendre des États-Unis et de l'Asie pour ça. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. C'est un des exemples. Et donc, le tableau de Mendeleïev, retenez ça. J'ai des ingénieurs chez Safran qui bossent toutes les semaines dessus pour savoir où s'approvisionner et faire les stocks nécessaires pour produire nos composants en interne. On parlait justement pendant la première table ronde des systèmes de navigation inertielle. Donc, vous dirigez cette ligne chez Safran. Et donc, quels sont les défis aujourd'hui que vous identifiez pour le maintien en fait de cette production et notamment les défis, enfin, l'équilibre à trouver entre des systèmes très robustes et puis des systèmes peut-être un peu plus technologiques, mais qui peuvent du coup être plus sensibles, notamment à des dépendances ou des risques cyber. Alors, pour Safran, les systèmes inertiels. Bon, Safran est un fournisseur historique des systèmes inertiels, 100 ans pour la marine. Après, on a travaillé pour Air, Terre, Mer. Pour la partie maritime, pour la partie navale, il y a le classique. Donc, les bateaux de surface et sous-marins, ils sont en quantité finie. Les marines n'ont pas des centaines et des centaines de navires comme nos amis américains et chinois, malheureusement pour nous. Mais on tente de renouveler ces composantes, donc ça reste un nombre limité de systèmes. Donc pour ça, on a des appels d'offres, on a un certain nombre de contrats qu'on peut passer avec la DGA, avec les armées et des collaborateurs et des clients européens ou asiatiques, voire américains. On travaille aussi beaucoup avec les Américains.
Ça, c'est le classique. Donc, c'est à quantité à peu près finie. Après, le drone, on parlait des drones, des UUV, les drones de surface, les drones sous-marins et les drones aériens. C'est en augmentation exponentielle. Et pour ça, il faut qu'on arrive à développer des projets qui soient moins complexes, qui aillent plus vite, qui coûtent moins cher, qui durent moins longtemps. On a fait plein de petits projets comme ça. On a développé un certain nombre de systèmes qui, on trouve dans un pays de l'Est pour ne pas le citer, mais on le fait également pour des clients européens et des clients asiatiques et américains. Un projet rapide, peu coûteux et qu'on puisse produire en grande quantité. Donc ça, on le fait, mais il reste quand même le classique du bateau de surface et du sous-marin qu'il va falloir équiper et qu'il va falloir renouveler. Et ça, on a une visibilité long terme grâce à la LPM. Mais sur le New Defense, ce que j'appelle le New Defense, c'est-à-dire pouvoir produire en grande quantité des équipements plus petits, moins coûteux, ça c'est un des enjeux. Et on travaille dessus. Je vous donne juste un exemple. L'usine historique de Safran qu'on trouve à Montluçon, elle a été renouvelée en début des années 2000. On a créé un nouveau complexe pour produire le HRG, qui est un gyroscope résonant, hémisphérique. Avant, vous aviez les gyroscopes mécaniques. On est passé tous au gyro-laser. Tous les gens qui font de l'inertie dans le monde font du gyro-laser ou en cavité ou en fibre optique. La prochaine génération, ça sera les MEMS, ce qu'on va graver sur une puce. Mais on n'en est pas encore. Pour avoir des MEMS de qualité de navigation opérative ou stratégique, il y a encore quelques années, il y a le quantique, tout le monde parle du quantique, oui, mais avant qu'on arrive à miniaturiser et industrialiser le quantique, c'est pas tout de suite. Et entre donc les MEMS et les gyrolasers, nous on a développé le HRG. Il y a deux autres nations dans le monde qui maîtrisent cette technologie, les Américains et les Russes. Ils ne l'ont pas vraiment industrialisé parce que les Américains l'utilisent sur des satellites. Le capteur HRG américain coûte plusieurs millions de dollars l'unité. Nous, on a réussi à le miniaturiser. Vous prenez une capsule Nespresso, vous avez un gyroscope de qualité stratégique qui équipera le Rafale, la composante de dissuasion océanique et un certain nombre d'autres équipements. On est en train de monter en grade là-dessus. On a doublé cette capacité l'année dernière en investissant plusieurs dizaines de millions pour développer l'usine de Montluçon. Donc, on va la dupliquer et on est en train de travailler sur une deuxième usine parce qu'on sent que d'ici 3 ans, on doit être capable d'encore doubler cette capacité de production, voire plus après. Donc, on investit beaucoup là-dedans pour être souverain, donc garder ça chez nous. Et c'est particulièrement important. L'innovation, on en parlait, elle est importante, mais ce qui permettra de tenir également dans la durée, c'est la souveraineté de nos sociétés, d'avoir ce qui est critique pour nous internalisé en France, et le reste, les transferts de production à l'étranger, on peut le faire, mais il faut garder le souverain pour nous. Vous êtes plusieurs à avoir abordé justement cette notion de complexité de certains projets et un besoin de flexibilité, notamment quand on parle des nouvelles technologies. Et l'une des peut-être critiques qu'on peut faire parfois à la DGA, c'est justement d'être excellente pour les projets, en fait, les projets de long terme, les projets d'envergure. Mais comment est-ce que parfois la DGA peut s'adapter ou en tout cas renforcer sa capacité justement à avoir des pratiques d'acquisition et de développement qui soient plus flexible, peut-être aussi en adaptant les standards et les normes, et puis aller vers une sorte de politique du à l'heure, mais peut-être moins, enfin plus rapide, mais moins parfait. Et donc, comment est-ce que la DGA, puis plus largement l'écosystème industriel, peut s'adapter à cette nouvelle demande? Alors, merci pour la question. Je pense que je pourrais en parler plusieurs heures, mais c'est pas le tempo de la table ronde. Je dirais que dans cette question, moi, je vois deux catégories différentes. Alors, il y a une partie qui concerne la simplification des processus d'acquisition qui est assez centrée DGA. Puis, il y a une partie qui concerne la simplification des normes et vraiment des objets qu'on achète. Et ça, c'est bien plus large. Enfin, ça concerne vraiment tout l'écosystème. Enfin, voilà, ça nécessite d'embarquer aussi les forces et les industriels. Donc, j'y reviendrai après. Sur la partie processus d'acquisition, et l'accélération des tempos, oui, bien sûr, hein, les tempos s'accélèrent, que ce soit celui de la menace ou celui des technologies, et la DGA elle doit savoir aussi s'adapter pour répondre à ça. Le délégué, il dit réinvestir le temps court, et la ministre, elle nous a demandé de devenir une DGA de combat. Voilà, c'est ça qu'on nous demande, c'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce que
on a pris le tournant et est-ce qu'il y a une volonté à haut niveau? Oui. Enfin, ça, je vous le dis vraiment avec une certitude absolue, oui. Maintenant, est-ce que c'est une transformation culturelle importante? Oui. Et est-ce qu'elle va se faire rapidement? Probablement pas assez par rapport à ce qu'on attend de nous. Donc, c'est tout un écosystème qui doit se réformer. Et quand on nous dit, comme vous le dites, à la fois, et bien sûr qu'il faut garder la force de savoir faire des programmes temps long avec des innovations technologiques, etc., des gros projets. Il faut aussi réinvestir le temps court. Et puis, il faut aussi, et je dirais que c'est quasiment un troisième axe dont je parlais un peu tout à l'heure, il faut aussi savoir intégrer les dispositifs européens au fur et à mesure, et les dispositifs administratifs qui nous dépassent un peu au fur et à mesure où ils arrivent. Donc, nous aussi, là, en tant que maîtrise d'ouvrage, on est un peu dans le multi-champ, multimilieu, là, comme on disait tout à l'heure. Alors, oui, enfin, je trouve, moi, depuis 2022-23, qu'il y a vraiment un certain nombre de tournants qui ont été pris. Aller plus vite, enfin, faire moins bien et peut-être moins bon marché pour aller plus vite, ce n'est plus un tabou. Donc, nous, on a lancé, par exemple, l'année dernière, une des procédures qu'on a lancées. On a mis, alors la procédure est en cours, donc je ne citerai pas de quel bateau il s'agit, mais peu importe. On a mis un critère de délai. C'était une concurrence européenne. On a mis un critère de délai d'obtention de la série de bateaux qu'on sait très ambitieux. Et on sait que ça va naturellement exclure un certain nombre de concurrents qui auraient pu répondre, peut-être avec un produit un petit peu plus proche du besoin marine, avec un produit un petit peu moins cher, mais ces concurrents ne pourront pas répondre parce que le critère délai a été assumé comme étant prédominant dans cette procédure. On a le partenariat innovant d'Anae, qui a été un tout petit peu mentionné dans la table ronde précédente. C'est aussi une nouvelle façon d'acquérir. Donc, en fait, il s'agit de drones de surface rapide. On a un système où on a plusieurs industriels qui ont été sélectionnés et qui vont en un mois ou 2 mois, je crois que c'était 2 mois, devoir faire une démonstration précontractuelle. Ensuite, on va sélectionner un certain nombre pour continuer sur la partie développement, acquisition, développement et qualification. Et ensuite, il n'y en aura plus qu'un seul qui va être retenu pour la partie développement qualification. Ça, ce sont finalement, comment dire, des opportunités que le Code des marchés publics prévoit, dont on ne savait pas forcément se saisir précédemment. Et des exemples, il y en a dans d'autres domaines. Enfin, moi, je viens du domaine terrestre. C'est vrai que tout ce qui est petit drone aérien, j'ai vu des commandes de drones avec des specs d'une demi-page, quoi. En gros, ça doit voler, hein, voilà. Venez tel jour dans notre centre d'essai DGA technique terrestre nous faire une démonstration précontractuelle et on verra qui vole et qui ne vole pas. Donc, on commence à savoir faire ce genre de choses, c'est vrai. Voilà. Et donc ça, c'était la partie processus d'acquisition. Sur la partie simplification des spécifications, là, c'est une transformation culturelle qui doit aussi être vraiment commune. Alors, on a mis en place, elle a déjà un processus qui s'appelle la revue de DUB. Le DUB, c'est le document unique de besoin, donc on aime bien les sigles. C'est finalement la spec qu'on met en entrée des contrats vers les industriels. Donc, il s'appelle document unique parce qu'on le fait conjointement entre les états-majors et la DGA. Donc, ces revues de DUB, elles sont justement là pour dire, une fois que la spec elle est en train d'être finalisée, on se réunit avec des gens qui connaissent pas forcément le dossier, qui ont un peu aussi un œil extérieur, des gens des forces, des gens de la DGA, si possible des industriels quand la procédure contractuelle le permet, et on essaye de tailler au maximum dans la spec en disant qu'est-ce qu'on peut simplifier, et c'est vraiment ça le mot d'ordre. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois, et que ce soit dans le domaine naval ou dans le domaine terrestre, c'était pas toujours les gens de la DGA qui étaient averses à la simplification et qui étaient averses au risque. Et donc, on a quand même un peu tous grandi dans le monde du principe de précaution, et cette transformation, elle doit être collective. Alors, moi, je suis jury dans le concours IA, donc c'est un concours interne à la DGA, qui est un peu un concours de promotion, de promotion interne. Donc, c'est des jeunes hein, qui ont entre 25 et 30 ans qui passent ce concours. À chaque fois, on leur pose la question à l'oral, justement, de comment la DGA peut simplifier, peut réinvestir le temps court. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que les jeunes, ils sont bien plus audacieux que nous là-dedans. Voilà. Donc, moi, je pense que vraiment, oui, il faut qu'on aille vers là et ça va se répandre. Le mécanisme est enclenché. Pour Naval Group, si vous voulez peut-être réagir, notamment sur ce dilemme en fait de la vitesse de construction.
des bâtiments? Est-ce que du coup, il y a des choix à faire et comment faire que même les industriels, du coup, soient moins averses effectivement au risque qu'évoquait Marie? C'est sûr que quand on fait que de la haute couture, Oui. parfois c'est long et complexe. Et donc, quelque chose qu'on a cherché à développer, c'est d'abord une politique produit. Mhm. Donc, pour partir, pour ce qui est des bâtiments de surface, il y a deux lignes de produits principales, la ligne de produits Corvette Gowin et celle des FDI, tout en passant, entre guillemets, d'une variabilité subie à une variabilité choisie. Et donc, cette logique de ligne de produit, elle peut permettre de prendre des options, de faire des évolutions dans le temps, mais il y a d'autres parties qui vont rester des intangibles, ce qui permet de raccourcir évidemment le cycle développement-réalisation, quoi. Donc ça existait dans d'autres domaines que le naval, mais c'était pas tellement pratiqué dans le naval, quoi. Et donc ça permet de pousser à fond aussi le principe de la construction modulaire, qui permet de paralyser les travaux dans la phase avant assemblage des blocs, sachant qu'on a fait un choix sur Gowin et FDI d'avoir une mâture intégrée qui permet de désynchroniser l'intégration du système de combat de celle de la réalisation du flotteur lui-même, quoi. Et donc ça, c'est bon pour le délai, mais c'est bon aussi pour introduire une notion de variabilité, c'est-à-dire que ce module mature intégré, elle peut aussi incorporer de nouveaux systèmes, des innovations, sans changer radicalement l'architecture du produit. Et donc la conjonction de ces deux dimensions, on est obligé de faire des compromis, hein, comme ce qu'a cité Marie à propos du DUB, hein, puisque l'architecture navale, c'est quand même toujours une affaire de compromis. Mais il y a des espaces de liberté qui sont rendus possibles. Et on parle d'architecture modulaire pour le navire, mais l'autre dimension qui est évidemment prégnante, c'est l'architecture numérique. Et donc, de plus en plus, au-delà de l'expérience des data hubs embarqués, on cherche à produire une architecture numérique qui est compatible d'une variabilité dans le temps, d'une ouverture, et puis eh bien, des nouveaux usages, comme celui de l'IA, bien sûr. Alors, quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre tous, et vous pouvez continuer du coup là-dessus, c'est ce qui a été, qui a été brièvement abordé pendant la première table ronde et la question du bidouillage. Alors, je ne sais pas comment vous allez traduire ça en anglais, mais en gros, comment les forces, disons, apprivoisent les systèmes qui leur sont fournis, que ce soit des systèmes d'information, que ce soit des systèmes d'armes, ou le bâtiment lui-même. Donc, comment en fait laisser justement un petit peu cette liberté aux marins eux-mêmes, tout en faisant respecter évidemment voilà, les normes de fonctionnement du système d'armes. Comment est-ce que ça fonctionne en fait ce dialogue justement spécifiquement sur l'adaptation aux besoins en conduite des marins? Si vous voulez reprendre Vincent sur ce sujet, puis après on fera passer la parole. Pour moi, c'est un champ un peu d'exploration. C'est-à-dire qu'il y a Mm. des nouveaux moyens. Donc, le data embarqué est une première expérimentation. Ce qui a été fait en matière de drones, avec l'embarquement d'un certain nombre de drones sur les PHA, permet aussi de tester des choses. Et donc, dans le domaine numérique, il faut aussi que l'architecture le permette, quoi. Et donc, je pense que j'ai parlé de variabilité choisie. Enfin, il faut offrir un espace de liberté, mais néanmoins, il y a des chaînes critiques qui vont continuer d'obéir, entre guillemets, aux fondamentaux du processus d'intégration en V, quoi. Et il y a d'autres domaines qui doivent être complètement ouverts, quoi. Et donc ça, c'est un sujet partagé avec l'ensemble des acteurs et puis à laquelle la DGA nous demande de réfléchir pour concevoir les systèmes de combat du futur, tout en se nourrissant de ces expérimentations. Pardon. Thierry, si vous voulez réagir pour Thalès sur cette question justement de l'adaptation en fait un peu du système aux besoins des marins et aux questions du bidouillage. Je vais peut-être pas réagir exactement à la question du bidouillage, mais comme le disait Vincent, je pense qu'il y a des expérimentations qui sont en cours avec le Data Hub embarqué et qui permettent d'avoir plus d'ouverture dans nos systèmes et d'avoir donc plus d'agilité. Nous avons aussi des dispositifs, alors ce qu'on appelle le DevSecOps, hein, qui n'est pas nécessairement le bidouillage que vous évoquez, mais qui est une manière en fait de pouvoir livrer en mode agile et de manière assez rapide, avec un cycle court, des améliorations opérationnelles on va dire dans une démarche vraiment de coopération très proche entre les opérationnels et l'industriel. Et ça, c'est vraiment la direction qu'il faut qu'on prenne. On va revenir un peu sur les systèmes, les systèmes d'armes. Alors, on a bien compris, voilà, le ratio entre, on va dire,
coût du missile et coût du bâtiment. Et puis, on en a un petit peu parlé pendant la première table ronde sur le besoin d'avoir une sorte de high-low mix du missile naval. Alors, est-ce que selon vous, c'est possible, Jean-René, d'avoir ce high-low mix et qu'il existe déjà, peut-être? Et comment est-ce qu'on peut concilier à la fois voilà, excellence technologique, les coûts et les stocks dans une perspective où le combat naval, en fait, devient de plus en plus une perspective de réalité? Alors, il commence à exister, mais ça sera ma conclusion. Avant d'y être, juste rappeler encore une fois que la création des missiles a transformé le domaine naval. Comme disait Patrick Mercillon, qui était le directeur de la communication de MBDA France entre 2001 et 2005, il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est la raison pour laquelle les marines ont abandonné les battleships, même si aujourd'hui certains pensent le contraire. La capacité de frappe dans la profondeur et d'engagement contre d'autres plateformes navales avec des missiles est sans commune mesure. Toutefois, les marins, je m'excuse d'avance de parler pour eux, mais les marins font avec ce qu'ils ont, font avec les équipements dont ils sont dotés. Une fois en mer, il n'est pas possible, en tout cas rapidement, d'ajuster la dotation des navires. Et cette dotation ne peut se faire qu'avec les stocks existants à court terme. Donc il ne faut pas se tromper d'analyse. Les marins font la guerre avec les moyens disponibles à l'instant T. Si les missiles Aster ont été engagés contre des drones Shahed en mer Rouge, c'est tout à fait justifié. Les missiles Aster étaient le seul effecteur disponible à bord de la FREMM. Et il ne faut pas critiquer l'emploi d'un Aster contre un Shahed, mais l'absence de moyens alternatifs. Et il faut trouver une réponse plus appropriée à moyen terme ou même à court terme. Et c'est pourquoi, dans la foulée de ce qui s'est passé en mer Rouge, les frégates ont été équipées de brouilleurs, ont été équipées de capteurs optroniques, voire de Mistral 3 pour pallier justement cette absence. Et il ne faut pas raisonner en termes de prix relatif de la menace et du moyen de la traiter, mais il faut considérer la nécessité de traiter une menace et la valeur des femmes et des hommes et des moyens que cette réponse a permis de préserver. Je parle au nom de l'amiral Slars qui est absent, mais c'est lui-même qui l'a dit et je me précipite pour reprendre son propos. Donc sans se tromper de bataille, si nos navires sont dotés d'Aster, c'est que cette capacité correspond ou correspondait à des menaces clairement identifiées à l'époque. Quand je dis à l'époque, les navires sont définis et sont utilisés après plusieurs années, voire plusieurs décennies, au moment où on a conçu et décidé l'équipement ou l'armement de ces bateaux. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer de trajectoire. L'évolution de la menace conduit à proposer de nouvelles solutions pour ajuster la réponse sous plusieurs dimensions. Le coût relatif de la contre-mesure, pour la rendre abordable, mais aussi la capacité à ajuster les stocks embarqués au regard du volume des menaces à traiter, qui sont de plus en plus variées et nombreuses. Et MBDA, dans ce domaine, a toujours été force de proposition pour mettre en avant des évolutions de l'offre capacitaire. L'important est d'être en mesure d'apporter aux marines une gamme de capacités embarquées qui permettent justement d'adresser l'ensemble de ces menaces, aussi variées soient-elles. La place des Asters correspond aux besoins d'une époque où le déni d'accès était limité, voire inexistant. Il faut maintenant élargir le spectre à des menaces plus simples et parfois en quantité élevée, par exemple en proposant les Mistral 3 dans un usage novateur dans le domaine naval, ce que nous faisons actuellement avec la Marine nationale. Et sachant que pour le Mistral 3, puisqu'on parlait d'augmentation de capacité, entre 2022 et aujourd'hui, nous avons multiplié par 4 nos cadences de production du missile Mistral 3 compte tenu de la demande que l'on a, mais également que l'on envisage dans les mois et dans les années qui viennent. On propose également une solution Sea Warden, qui est la version marine de notre système de lutte anti-drone Sky Warden, et qui a récemment été primé à Frontex au Portugal en fin d'année dernière. Je ne parle pas, Schopenhauer, je ne parle pas du One-Way Effector, qui est une version, qui est une compétition que nous avons gagnée en fin d'année dernière
pour un effecteur qui a toute sa place, ou qui aura toute sa place, à bord des navires de la Marine nationale. Et nous avons déjà des discussions entamées avec elle depuis quelque temps. Donc, grâce à des développements pour les clients internationaux, nous disposons également de portefeuilles, de solutions dans notre portefeuille produit capables de répondre rapidement à des besoins. Ça a été le cas du Simba DRC, système de Mistral 3 à bord des navires de second rang de la Marine nationale qui va équiper les bâtiments ravitailleurs des forces et les patrouilleurs hauturiers. Mais également le VMK, qui va équiper l'armée de l'air, et qui a équipé l'armée de l'air notamment pour protéger les Jeux Olympiques, et peut-être un jour la Marine nationale française, on aura peut-être cette bonne nouvelle un jour. Et nous travaillons sur des solutions complémentaires à base de laser avec Silas, qui fait partie de nos sociétés. Je regarde Safran Électronique Défense quand je vous dis cela, avec des solutions laser à bord des navires, mais également pour MBDA avec le Dragonfire qu'on développe pour la marine et pour l'armée britannique. Donc en conclusion, il n'y a pas d'opposition entre excellence technologique, coût et stock. Depuis le début de l'économie de guerre dont parlait Ligia Marie-David au début, nous mettons en avant le besoin de poursuivre le développement de produits à haute technologie, tout en s'adressant également des produits productibles en masse, et le one-way effector en est un. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Le high-low mix, dont vous parliez dans votre question du missile naval, est non seulement possible, mais également nécessaire en raison des spécificités de ce domaine, et des solutions existent. J'en ai cité quelques-unes dans mon propos. Merci. On espère que ça sera mis en place effectivement assez rapidement vu la menace qui se maintient. Il nous reste une vingtaine de minutes. On va pouvoir ouvrir la salle pour les questions. Si jamais vous en avez, levez bien la main et puis des micros arriveront vers vous. Oui, monsieur. Ouais. Vous pouvez poser votre question en français ou en anglais, et soit pour tous les panélistes ou pour un panéliste en particulier. Merci, je suis Jens Lorenz, le conseiller diplomatique du commandant opérationnel des forces interarmées de l'Allemagne. J'ai une question à poser à vous tous. Une des choses qui a peut-être le plus aidé aux États-Unis de gagner la Deuxième Guerre mondiale était leur capacité énorme d'accroître leur production militaire à partir de 1941. Ils ont laissé produire le même matériel, les armes, les munitions, des véhicules, des avions, et ils ont produit ça par plusieurs compagnies, mais du matériel qui était interchangeable, ce qui est un énorme avantage sur le champ de bataille. Est-ce qu'il y a en Europe, parce que moi je ne suis pas spécialiste, je suis diplomate, est-ce qu'en Europe il y a des développements qui vont dans ce sens, qui vont nous aider à avoir des grandes quantités du matériel interchangeable, pas 28 différentes espèces de calibre 155, mais un seul calibre qui est vraiment échangeable. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mireille, on en prend plusieurs si vous voulez. Ouais. Merci, Amiral. En deuxième section, Jean-Louis Lausier, conseiller auprès de l'IFRI. On vous a posé la question donc de produire, de passer en économie de guerre, de produire plus vite, moins cher, et je comprends qu'il y a des solutions, y compris que le Code des marchés publics permet de faire des choses. Bon, j'avais cru comprendre quand même que de temps en temps, il y avait aussi un problème d'inflation de normes en France et en Europe. Si demain on veut faire de nouvelles usines de munitions pour produire 10 fois plus d'Aster 30 pour la France, il faudra certainement de nouvelles usines de munitions. On ne va pas la mettre dans la plaine de Javel comme Citroën l'avait fait pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, quelles recommandations feriez-vous aux législateurs pour vraiment pouvoir passer en économie de guerre en modifiant, et quel code faudrait-il modifier? Je crois qu'il y avait une troisième question au fond de la salle. Oui. Oui, bonjour, Rudy Rittenberg, Defense News. Une petite question, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux tendances. Il y a donc un marché de réarmement naval en Europe qui amène à la croissance, qui normalement dans les idées financières n'amène pas vers une consolidation du marché. En même temps, on a le besoin de coopération. Je voudrais bien savoir
est-ce que la consolidation peut remplacer, est-ce que la coopération peut remplacer la consolidation ou est-ce qu'il y a à un certain moment besoin d'une consolidation dans le domaine naval en Europe? Merci. On prendra un deuxième cycle de questions après, j'ai bien vu. Et alors, donc, trois questions. Enfin, les deux premières se rassemblent peut-être un petit peu sur la question voilà, des normes et puis de l'interopérabilité. Du coup, donc, les trois questions quand même distinctes. Qui veut commencer? Bon, allez-y. Peut-être sur la première question, un élément, parce que je suis loin d'avoir la réponse, mais sur cette volonté d'avoir finalement des équipements interchangeables. Alors, on peut noter quand même l'initiative européenne SAFE qui favorise en fait les acquisitions conjointes et donc, on va dire, la possibilité d'avoir plusieurs équipements similaires qui équipent différentes nations. Donc, ça va dans le sens d'avoir ou de favoriser d'ailleurs également des équipements qui ont une forte composante européenne, mais d'avoir plusieurs équipements similaires au sein des forces de l'Europe. Oui, et puis rappelons aussi qu'il y a tout simplement l'OTAN avec ses standards d'interopérabilité qui permet aussi d'avoir quand même une sorte d'homogénéisation au sein des forces armées. Oui, vous voulez. Ouais, non, juste pour compléter, donc j'adhère, hein, je confirme, safe, mais au niveau de l'ensemble, au niveau du, enfin en tout cas, si je parle de MBDA, au niveau du missile, et non pas au niveau de l'équipement, comme la question semblait être orientée. Et donc au niveau de l'équipement, proprement dit, aujourd'hui, non. On n'a pas d'interopérabilité bon, au niveau équipement de missiles européens. Très certainement lié aux restrictions d'utilisation, aux spécifications qui sont eyes only la plupart du temps, sauf dans les programmes en coopération. Et encore une fois, je prends l'exemple d'MBDA, que ce soit le Meteor, que ce soit le Scalp G Storm Shadow, que ce soit l'Aster. Tous ces missiles-là ont été développés en coopération avec un workshare industriel satisfaisant les règles des nations pour qu'ils retrouvent la part de leur financement. Et donc, c'est une interopérabilité au sens missile du terme et non pas au sens équipement. Peut-être Safran Naval Group sur les questions, est-ce que la coopération peut remplacer la consolidation ou la question effectivement normes et économie de guerre? Oui, on peut coopérer certes, mais à un moment, il va falloir consolider, ça c'est clair. Je reviens juste sur la question précédente. Oui, c'est compliqué d'interfacer un autre équipement dans un missile qui est développé, ça c'est clair. Fit, form, function, ça va être compliqué. Ça communiquera peut-être, mais ça va peut-être pas rentrer dedans. Sur un bateau de surface, on peut peut-être changer une boule octro, on peut peut-être changer un radar, encore s'il n'est pas trop intégré à la coque. Après, il faut que ça puisse dialoguer. Pareil pour une centrale inertielle, si elle est sur quelque chose d'ouvert. Dans un sous-marin, il y a un peu de place. Si la communication est standardisée, on peut changer la centrale inertielle. Si c'est sur un objet contraint comme un missile, ça va être extrêmement compliqué. Donc là, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas faire de coopération et de collaboration européenne en échangeant un équipement parce qu'on n'y arrivera pas. Je vais juste reformuler. Enfin, et exprimer, c'est que la capacité industrielle existe, hein. Et des exemples de travail en commun positifs, ils ont existé à l'échelle européenne et ils se développent, y compris aussi en France, hein. Donc c'est le cas du porte-avions où nous avons construit notre complémentarité avec nos partenaires des chantiers d'Atlantique, hein, qui se nourrit de l'expérience BRF et PHA. Et sur des bateaux plus simples, le programme de guerre des mines belgo-néerlandais avec le chantier Piriou, avec notre co-entreprise, permet de répondre. Donc on a cette capacité, on a une offre produit. Bon, après, il faut une ambition qui doit être celle des États pour nourrir cet ensemble industriel qui est prêt à répondre. Oui, c'est bon, ça marche. Ouais. Moi aussi, enfin, pour répondre en partie à la première question. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de plan d'acquisition commune en masse par l'Union européenne d'équipements tous au même standard, quoi. En 2025, la DGA elle a organisé deux symposiums qu'on a appelés les symposiums des NAD, hein, donc des directeurs nationaux d'armement à Bala, avec donc
les DGA de chaque pays, et puis dans la mesure du possible aussi les chefs d'état-major des différents pays. Justement, dans l'idée de se dire, est-ce que entre Européens, on sait se faire des propositions capacitaires en se disant, bah voilà, moi, je propose ça à tout le monde, et toi, tu proposes ça à tout le monde, etc. Bah, c'est un processus qui est long et qui est lent et qui donne quelques satisfactions, mais on n'est pas du tout au niveau d'imaginer ce dont vous parlez dans votre question. Et puis, une autre petite réflexion donc, qui répond peut-être plutôt à la question qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce que vous recommanderiez aux législateurs. Alors, je disais que le Code de la commande publique offre un certain nombre de possibilités qu'on ne sait pas encore forcément très bien exploiter toutes. Ce que le Code de la commande publique aujourd'hui ne permet pas de faire. Alors, je sais qu'il y a des travaux en cours qui sont au niveau de la Commission européenne justement dans ce but-là, mais j'espère qu'ils aboutiront. Parce que le code de la commande publique est européen, ce qui permet pas de faire aujourd'hui, c'est de faire des repeat orders. C'est-à-dire que si j'ai une série de 7 bâtiments que j'ai commandés et qui satisfont tout à fait le besoin opérationnel et que je veux recommander 7 ou 8 bâtiments supplémentaires, que ce soit pour moi-même ou pour un pays coopérant, aujourd'hui, je ne sais pas le faire. Si c'était une mise en concurrence initialement, je suis obligé de relancer un appel d'offres. Voilà, il y a quand même des petites choses qui seraient utile de débloquer si on voulait vraiment passer dans un modèle différent. J'ai une question supplémentaire sur Zoom qui revient un petit peu sur ce sujet des normes. Donc, je vais dire, donc les normes DGA ne sont-elles justement pas trop lourdes par rapport à la vitesse d'évolution des technologies modernes? Alors, vous en avez un petit peu parlé, mais c'est notamment au prisme du retour ukrainien. Donc, on fait effectivement beaucoup de comparaisons entre l'économie de guerre ukrainienne qui est réellement en économie de guerre, étant donné que le pays est en guerre, avec une innovation civile aussi, enfin une inspiration très forte de la société civile. Donc, pour reformuler la question, est-ce que ce serait quel rétexte en fait de la guerre en Ukraine peut faire la DGA, mais aussi les industriels français? J'imagine il y a des échanges qui se font entre industriels ukrainiens. Il y a un attaché d'armement en Ukraine. Donc voilà, une question à avoir en tête. Quel rétex on peut faire de la guerre en Ukraine pour les questions de réarmement au sens large. Il y a la question du réarmement naval spécifique. On a vu les drones ukrainiens être extrêmement efficaces contre la marine russe. Donc cette question en tête, je crois qu'il y en avait d'autres dans la salle. Oui, oui, oui. Le micro arrive. Oui, Michel Makinski, Eurodéfense France. 2 questions courtes. La première rebondit sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que la notion de champion européen est une notion pertinente ou pas dans ce qui vient d'être dit en matière de coopération européenne? Deuxième question, on a à peine effleuré les questions de financement. On ne va pas ouvrir le débat entre les différents instruments. Je voudrais simplement demander à la DGA si elle pense encourager davantage de recours au financement par le marché privé. 2 questions très originales et intéressantes. Qui veut commencer sur les 3 questions, donc les normes, les marchés privés et le champion européen? Peut-être juste apporter un élément de réponse, peut-être partiel, mais un élément de réponse à la première question sur ce qui a changé, le rétex de ce qui a changé. Si je reprends l'exemple de la compétition One Way Effector de 2025, qui est issu du pacte drone qui a été signé par les industriels et le ministère des Armées. Cette compétition, elle avait, et on l'a dit un peu tout à l'heure, elle avait un objectif principal, c'était le prix, et 2 ou 3 critères, 4, 5, de performance, enfin, ou de spécification. Donc on est loin d'une spécification lourde de 80 ou de 150 exigences comme on a pu le connaître ou comme on peut le connaître régulièrement. Et ça, c'est, je pense, l'effet économie de guerre. Enfin, en tout cas, je le parle en tant qu'industriel. Je le dis en tant qu'industriel. Avec un lancement du programme, enfin de la compétition, ça devait être au 2e trimestre 2025 ou 1er trimestre 2025, une démonstration qui devait être réussie, bien évidemment, en novembre, et un choix du dossier fin décembre,
sur la base d'une réponse compliant aux spécifications, prix et succès de la démonstration. Donc, et ça, je pense que c'est rapide, c'est pas habituel, et c'est un effet du conflit et de l'économie de guerre. Voilà, c'est juste la réponse que je voulais apporter sur le faire autrement, tel que nous on le voit, on a pu le voir et on l'a vécu réellement. Je peux peut-être dire quelques mots sur le financement. Donc, bon, alors on s'éloigne un petit peu de mon domaine de compétences. Donc, pour autant, enfin, je sais que depuis 2022, justement, dans l'économie de guerre, c'est un des axes que je n'ai pas cité, mais il y a eu un gros travail fait par la direction de l'industrie de défense de la DGA sur le sujet du financement de l'industrie de défense, notamment un gros travail avec le secteur bancaire, avec des référents défense qui ont été institués dans chacun des grands établissements bancaires français. Et puis des sujets de taxonomie au niveau de l'Union européenne qui étaient au départ assez défavorables pour l'investissement au niveau de l'industrie de défense. Bon, voilà, donc ça, c'est des sujets qui ont été traités, enfin, qui ont beaucoup avancé. Ensuite, je ne suis pas forcément sûre de comprendre ce qu'on appelle financement par le marché privé. Si vous parlez plutôt de modèles en partenariat public-privé, etc., alors, c'est des modèles qui peuvent exister. Enfin, je sais que d'autres armées, notamment l'armée de l'air, a dû y faire appel pour sa formation, avec des matériels qui ne sont pas détenus patrimonialement par l'État, mais qui sont en location auprès d'industriels. Ce sont des modalités qu'on envisage, hein, notamment de l'affrètement en ce qui concerne le naval. Ce sont aussi des modalités qu'on envisage. Pour l'instant, on n'a pas encore mis en œuvre côté DGA, mais on a quelques projets en cours sur lesquels on regarde cette possibilité. Olivier, Vincent, sur Thierry, sur la question à la fois Retex, Ukraine, champion européen. Je reviens un peu sur les normes. Alors, Ouais. les normes de la DGA, on est bien content de les avoir quand on développe un équipement, un bateau, en temps de paix, on a du temps pour se projeter. Donc, tu as tout un référentiel avec 1000 exigences. Il n'y en a pas que 250, il y en a parfois beaucoup plus. Mais dans l'urgence opérationnelle que vit l'Ukraine, par exemple, nous, on a développé pas mal de projets avec eux. On est obligé de s'asseoir sur un certain nombre de normes parce que l'équipement est périssable et va être utilisé tout de suite. Il n'est pas amené à durer. Nous, on nous demande dans les normes françaises et autres de faire des équipements dont la performance opérationnelle doit être qualifiée pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. Quand vous les utilisez dans un théâtre d'opération en guerre, ils ne vont pas durer très longtemps. Donc, on ne demande pas les mêmes certifications pour l'utilisation et ils font un vol. On leur a donné toutes les specs, on leur a donné ce qu'on était capable de faire. Ils font un vol, 2 vols, 3 vols, puis après, c'est terminé. C'est qualifié. Et on ne justifiera pas si l'équipement doit durer 1 an, non parce qu'il va être utilisé tout de suite. Donc, ce n'est pas du tout le même cycle et l'aspect normatif ne peut pas s'appliquer dans un pays comme l'Ukraine, je pense. Alors, on certifie parce que le niveau de développement de Thales, MBDA ou autres, ceux qui participent à ce genre qui participent et qui fournissent ce genre de clients, oui, on applique le référentiel Safran, Thales, MBDA ou autres qui fournissent des équipements. Donc, ils sont déjà à un niveau de qualité qui est garanti, mais on n'a pas les mêmes aspects normatifs qu'on applique en temps de paix crise, qu'on a sur tous nos équipements franco-français et développés pour tout le monde. Vous voulez réagir éventuellement, Thierry ou Vincent, là-dessus, sur un éventuel Retex Ukraine. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je peux me permettre, juste champion européen, champion européen et coopération, MBDA est un super exemple. Évidemment. Oui. Je pense que d'autres voulaient le faire, mais vous avez été le premier à oser. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Jean-René, parce que je pense qu'on a aussi des exemples de coopération entre Thales et MBDA qui démontrent vraiment, champion européen au niveau de la solution en termes de, alors c'est plutôt dans le domaine terrestre, mais sur notre solution de défense aérienne moyenne portée, je pense qu'on a pu construire en coopération une solution qui est championne. Qui a été cité en exemple par le président de la République. Oui, il y avait une question là, je crois. Ouais.
John Lester de l'agence de presse AP, société de presse. Donc, un porte-avions, un remplacement de porte-avions, c'est un projet coûteux et qui va durer très longtemps pour le faire. Est-ce que, à part la machine pour le Pepsi, pour les systèmes critiques, est-ce qu'il faut enlever toutes les technologies américaines? Est-ce que c'est faisable? Et s'il ne faut pas le faire, est-ce que c'est parce que vous croyez qu'en 2029, quand on aura un nouveau président américain, qu'en fait les choses vont rentrer dans l'ordre? Bon. Est-ce qu'il y a une autre question pour que nos panélistes puissent réfléchir? Non, et ben voilà. Après, on peut dire aussi que la question de la souveraineté européenne se joue quel que soit le président qu'on peut avoir outre-Atlantique. Enfin, évidemment, là, c'est un contexte différent, mais dans tous les cas, je veux dire, les questions de souveraineté, d'autonomie stratégique européenne n'ont pas été que générées par la posture du président américain. Mais effectivement, la question du porte-avions, avec évidemment le système des catapultes, se pose. Donc, si l'un d'entre vous souhaite répondre, et ben, c'est le moment. Alors, il y a plein de gens de l'IFRI qui sont super forts en théorie du vocabulaire. Là. Moi, la manière dont je perçois le sujet souveraineté et autonomie, alors c'est sûrement pas les définitions officielles. La souveraineté, c'est, je crois que ça a déjà un petit peu été dit tout à l'heure, c'est avoir le choix dans les partenariats qu'on fait, c'est ne pas le subir. Donc, il a été décidé pour le porte-avions de nouvelle génération d'avoir recours à effectivement des technologies de catapulte électromagnétique et de brin d'arrêt qui sont développées par les Américains. C'est une décision politique qui avait été prise bien avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Voilà, je n'ai pas d'autres commentaires. No comment. Très bien. S'il n'y a pas de dernière question, on va s'arrêter là. Je vous demande de d'ailleurs remercier également nos panélistes pour cette deuxième table ronde. Quelques annonces techniques et pratiques avant que vous ne partiez. Donc demain, comme Thomas Gomard l'a rappelé, on ne se retrouve pas ici, mais bien au musée de la Marine. Et au musée, pas à l'hôtel de la Marine, donc le musée, place du Trocadéro. L'accueil se fera à partir de 10h15. Je vais vous demander, pour ceux qui ont des badges, donc notamment la presse, je vais vous demander de les rendre à l'accueil quand vous partez. En revanche, vous êtes fortement, disons, on vous demande de garder la plaquette de présentation, étant donné qu'on n'en a pas 400 exemplaires. Donc, n'hésitez pas à conserver la plaquette, à potasser les articles qui sont contenus dans la plaquette. Et puis, je vous invite dès maintenant à passer dans le patio et la salle du patio où un cocktail vous est proposé, notamment donc, grâce au soutien industriel de cette conférence, donc Exel, Naval Group, MBDA, Safran et Thales, et au soutien évidemment de la Marine nationale. Encore merci et on passe tout de suite dans le patio.